Alors sans plus tarder, je laisse la parole à David Juquin. David Juquin qui va vous faire la présentation de ce débat d'orientation budgétaire, donc ce document réglementaire qu'il nous faut examiner en conseil communautaire dans ce délai de 2 mois avant le vote du budget. Donc c'est un document important qui nous replace en tant que EPCI dans un contexte national, voire international, qui fait un premier bilan de l'action engagée depuis maintenant 2 ans en ce qui nous concerne, et surtout qui nous emmène vers des pistes de réflexion qui aboutiront au vote du budget dans 2 mois, le 28 mars, comme je vous l'ai dit. Donc c'est un document qui fait la synthèse de manière assez précise de l'ensemble des données budgétaires, que ce soit sur le fonctionnement et l'investissement, et qui nous permet ensuite, en tant qu'élus communautaires, de voter en notre âme et conscience pour telle ou telle orientation. C'est vraiment un temps d'échange que l'on veut constructif, pédagogique aussi, parce qu'on a tous besoin de bien comprendre ces enjeux, et qui, j'espère, nous amènera à débattre de manière positive à l'issue de la présentation que David va nous faire dès à présent. Donc David, à toi la parole. Merci David. Donc c'est un document que vous aviez eu en annexe des enveloppes qui vous ont été envoyées. Je vais essayer d'être assez concis pour qu'on puisse laisser la place au débat plutôt et de rappeler un petit peu le contexte. Donc on aura 4 chapitres qui vous seront présentés. Donc le contexte économique sur le projet de loi de finances 2019. Parce qu'il faut qu'on prenne en considération que donc, ce projet de loi de finances, si elle a un impact sur nos collectivités à l'année N ou dans les années à venir, puisqu'on peut voir des fois l'impact peut venir dans les années à venir, il faut pouvoir que nous on puisse l'anticiper au niveau de notre budget. Les principales opérations portées par la communauté d'agglomération depuis sa création. On aura un volet sur les ressources humaines et un point 4 sur la situation financière de la communauté d'agglomération. Donc en introduction dans le document qui vous a été donné, il est rappelé que le vote du budget primitif de l'agglomération aura lieu le 28 mars prochain, que la communauté d'agglomération est compétente sur l'ensemble du territoire en matière d'assainissement depuis le 1er janvier dernier, qu'une étude a été confiée au groupe d'entreprises Ressources Consultants Finance, Safej et Coudray, afin d'établir l'état des lieux financiers et transfert de cette compétence, et que de ce fait, comme l'a rappelé le Président, une plénière spécifique aura lieu avec la vice-présidente Peggy Cochat le 28 février prochain pour vous faire un point précis sur cette compétence assainissement qui mérite qu'on s'y attarde parce que les enjeux sont très importants. Donc le chapitre 1, on est sur la page, le slide numéro 5. On vous rappelle le contexte économique de la trajectoire des finances publiques, donc ce que prend l'État en considération pour construire son budget. On vous met quelques indicateurs au slide 6, des croissances de PIB, des taux de chômage, l'euro, l'inflation. Je ne vais pas revenir dessus, mais on vous les a mis en copie. Les prévisions en matière de finances publiques. Donc le projet de loi de finances est fixé pour objectif un déficit de 2,8%, dont 0,9 serait attribué à la transformation du crédit impôt compétitivité en allègement. Et on rappelle quand même que la loi de programmation attend des collectivités un effort important en faisant notamment peser sur les administrations publiques locales l'essentiel de l'effort de diminution du déficit public. Il est rappelé dans le tableau à la page 8. On vous remet dans le contexte à la page 9 le déficit des administrations publiques. Donc, ce qui est intéressant dans ce tableau-là, même si c'est des courbes et beaucoup de chiffres, on va essayer de s'attarder un peu sur le fond, c'est qu'on voit les prospectives des différents gouvernements avec un rétablissement pour arriver à 0, et la courbe noire, en fait, est plutôt là pour montrer la réalité des choses. Donc voilà, on vous a fait un petit rappel entre 2006 et 2022. Au slide de la page 10, on voit donc l'équilibre, que ce soit des établissements publics ou de la sécurité sociale, et le déficit de l'État. Au chapitre 2, on parle des dispositions de la loi de finances 2019 et quel impact ça pourrait avoir sur les collectivités. Donc c'est le slide numéro 11, où on parle de la réforme de la dotation d'intercommunalité, donc qui pourrait avoir un impact sur la communauté d'agglomération. On vous a mis un petit tableau à la page 12 qui nous semblait pertinent avec les services finances, qui donne en fait le montant de la dotation à l'habitant. Et ce tableau est intéressant parce qu'on se rend compte que quand on est en communauté de communes, on est à 12 € de dotation à l'habitant. Quand on est en comité d'agglomération, on est sur une moyenne de 21,99 € à l'habitant.
Quand on est en communauté urbaine, on est plutôt à 36 € à l'habitant. Et quand on est en métropole, on est à 27 € à l'habitant. C'était pour nous important de vous faire un marqueur ici. Ça montrait bien que la ruralité n'est pas considérée pareil que les zones urbaines. Et que la dotation à l'habitant est beaucoup plus importante aux zones urbaines qu'aux zones rurales. Et que si nous étions restés en communauté de communes, nos dotations auraient été moins fortes sur l'ensemble de notre territoire, puisqu'on aurait été sur une moyenne plutôt à 12 € à l'habitant, alors qu'on est aujourd'hui sur une moyenne à 21,99 €. Information, on avait la presse nous demandait les chiffres tout à l'heure, donc la dotation globale de l'État, c'est 16 600 000 € pour notre communauté d'agglomération. Donc faites le calcul, si en effet on était resté à l'échelle de communauté de communes, les dotations seraient beaucoup moins importantes. Donc au slide numéro 13, on vous rappelle un peu les modalités de distribution de la dotation à l'intercommunauté après la réforme. Donc il y a tout un jeu de mécanismes, on remet un petit peu tout ça dans la moulinette. Il y a une dotation de base qui est de 30% et une dotation de péréquation de 70% qui prend en compte la population, le potentiel fiscal, le coefficient d'intégration fiscale, plafonné à 60%, et le revenu par habitant. Donc l'enveloppe globale ne changera pas, elle sera d'1,5 milliard d'euros, et c'est plutôt la compensation entre les différentes strates, selon si on est communauté de communes, communauté d'agglo, urbaine ou métropole, qui sera différenciée. Au slide 14, un petit focus aussi là-dessus, les dépenses gagées correspondent aux dépenses financées par l'État, mais qui seront en diminution des dotations aux collectivités. Je fais un focus là-dessus parce que le président, avec l'ouragan Irma, nous a dit que l'État allait donner 50 millions d'euros à Saint-Martin. Il faut savoir que cette dotation exceptionnelle n'est pas prise sur le budget de l'État, mais viendra en diminution de nos dotations. Et c'est important de le souligner, parce que ce n'est pas l'État qui va payer, on est solidaires tous les uns les autres, et on est content de le savoir, mais on le sait que dans le projet de loi de finances, ce n'est pas l'État qui va payer, ce sont les collectivités qui vont investir les 50 millions d'euros pour venir en aide à la commune de Saint-Martin. Voilà. Vous avez un ensemble de gages, où je ne ferai pas la liste, qui sont à la page 14, mais tout ça viendra en diminution de nos dotations. Ensuite, on vous met des modalités de calcul. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour les gens qui sont un peu initiés et qui aiment bien savoir un peu où on se positionne, vous avez les modalités de calcul de la réforme de la dotation. Au slide 16, on vous rappelle donc qu'il y a une mise en place de tunnels pour éviter des variations trop brutales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas une garantie égale à 95%. On sait que dans cette réforme des collectivités, ça aura un impact, mais qui sera lissé sur le temps. Et donc il y a la mise en place d'un tunnel pour éviter des variations trop brutales. Il faut savoir que le CIF sera maintenu, enfin les dotations seront maintenues égales à 100% si notre CIF est au-dessus de 0,40%. Il faut savoir que pour notre comité d'agglomération, on est autour de 0,39. D'accord ? Donc il y a un risque de variation sur cette dotation. Et on vous le rappelle à la page 18. Donc quid de la dotation d'intercommunalité et de la communauté d'agglomération au regard de la réforme. Donc on vous rappelle que notre dotation d'intercommunalité représente aujourd'hui 4 104 000 € à l'échelle de l'agglomération, que notre dotation à l'habitant est de 42,30 €, quand tout à l'heure je vous présentais une moyenne à l'échelle des comités d'agglomération plutôt autour de 23 €, que notre potentiel fiscal est à 24 millions d'euros, que le potentiel fiscal à l'habitant est de 249 €, et selon les premières estimations, ça nous laissera apparaître une baisse d'intercommunalité sur la communauté d'agglomération d'environ 40 000 € entre 2018 et 2019. Sachant qu'il y a encore des décrets qui sont en cours, qui peuvent varier, sachant que certains sénateurs souhaitaient descendre le CIF non pas à 0,40 mais le redescendre à 0,35, ce qui nous garantirait une dotation globale. Mais pour l'instant, les choses sont encore en cours d'étude. Mais bon, on a pris la simulation comme si la réforme s'appliquait de façon brutale dès l'année 2019. Et au maximum dans cette réforme, si les choses ne changent pas, on pourra avoir un mécanisme de garantie, on pourra avoir une baisse de 205 000 €. Voilà. Si ça s'appliquait brutalement, on pourra avoir une baisse de 205 000. Là, si les choses ne changent pas, on serait plutôt sur une baisse de 40 000 €. Vous avez un petit tableau
il y a un graphique, si je peux dire, à la page 19, qui vous positionne un peu quels seraient les gagnants et les perdants de ce mécanisme. Je ne vais pas rentrer dans le détail, nous on sera un petit peu perdants. On vous rappelle en page 20 les autres dispositions du projet de loi de finances 2019. Donc assez brièvement, c'est le report de l'automatisation, je vais arriver, du FCTVA, qui devait être appliqué dès 2019, mais qui est reporté d'une année. Donc là, pas d'incidence pour nous pour cette année. La DCRTP, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ça a un impact indirect pour nous. Il est prévu une nouvelle diminution des variables d'ajustement qui s'élève à 64 millions d'euros pour le bloc communal, 54 millions pour les communes, 10 millions pour les EPCI, et seront prélevés sur le FDTP de 49 millions d'euros et DCRTP de 15 millions d'euros. C'est des lignes qu'on va retrouver tout à l'heure sur les choses un peu exogènes des baisses de nos recettes. Dans le cadre du FPIC, l'enveloppe globale est maintenue à hauteur de 1 milliard d'euros, donc là, pas de changement là-dessus. On est sur une stabilité des dotations de soutien à l'investissement, donc 2,1 milliards d'euros, dont 1,8 pour le bloc communal et 300 millions pour les départements. La baisse des crédits destinés aux contrats aidés continue. L'État va diminuer les contrats aidés pour 850 millions d'euros et prévoit de financer seulement 130 000 contrats aidés. Et il est prévu dans le projet de loi de finances des suppressions de taxes à faible rendement. Il est prévu de supprimer une vingtaine de petites taxes en 2019 avec pour objectif la simplification du droit fiscal. La compensation des pertes de recettes en résultant est assurée par le budget de l'État. Alors on n'est pas concerné à l'échelle de l'agglomération. On pourrait l'être si on mettait en place le mécanisme de taxation des friches industrielles. C'est en place, mais on ne lève pas cet impôt-là. Mais ça fait partie des choses parce que l'État s'est rendu compte que cette taxe sur les friches, en fait, n'était pas forcément appliquée. Elle a été prise sur le principe, mais pas appliquée. Et que du coup, les recettes générées n'étaient pas à la hauteur et qu'ils souhaitaient donc arrêter ces dispositifs. En point numéro 7, au slide 22, on vous parle de l'augmentation de la TGAP. Ça a été déjà vu en commission environnement sur les ordures ménagères. C'est des choses qu'il faudra prendre en considération. Alors ça n'a pas d'impact sur l'année 2019, mais c'est des choses qu'il faudra vraiment avoir en ligne de mire sur l'année 2020-2025, sur la projection 2025. Donc il est dit dans cet article qu'il vise à mieux définir les périmètres des dépenses pouvant être financées par la TOM. Il encourage les collectivités à introduire la part incitative, c'est-à-dire passer de la TOM à la TOMI. Et dans le dispositif, il laisse la possibilité d'inclure dans le champ des dépenses financées par la taxe celles liées à la définition aux évaluations des programmes locaux de la prévention des déchets ménagers et assimilés, autorisant la première année d'application de la TOMI un surfinancement de 10% du coût du service pour absorber les surcoûts de mise en œuvre et des frais de gestion réduits pour une durée de 5 ans pour les collectivités qui mettront en place la TOMI. Voilà, c'est un élément facilitateur s'il y avait la mise en place de la TOMI. Ce qui est par contre dans l'article 8 et qui peut avoir un impact fort dans les années à venir, c'est slide 23, c'est le renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets. Le gouvernement a pour objectif d'augmenter progressivement la TGAP, appliquée sur le traitement des déchets ultimes, ordures ménagères et encombrants. À titre d'indication, la TGAP aujourd'hui est fixée à 16 € hors taxe de la tonne. Elle évoluera montera en puissance jusqu'en 2025 et on voit qu'elle aura une incidence à 65 € de la tonne. Et c'est énorme. Et on vous rappelle qu'en 2017, sur l'ensemble de l'agglomération, c'est 25 000 tonnes de déchets ultimes qui ont été produits. Une augmentation en 2025 de cette TGAP à 65 € engendrerait une augmentation du budget de 1 375 000 €. Voilà. Donc même si ça n'a pas d'impact sur l'année 2019, ou très faible ou supportable, il faut avoir cette projection à échelle 2025, de savoir quelle politique on mettra en place. Je pense qu'une des meilleures serait de réduire nos déchets, mais je ne vais pas m'épigologuer là-dessus, mais je pense que la commission déchets aura trouvé des solutions pour essayer de faire au mieux pour équilibrer son budget. Le slide 24, on vous parle de devenir de la fiscalité locale. Donc on revient sur
la baisse de la taxe d'habitation qui va se poursuivre en 2019 avec une nouvelle étape de 3 milliards d'euros appliquée à 80% des foyers assujettis à cet impôt. Une troisième baisse d'un montant équivalent est d'ores et déjà programmée en 2020. Ce sera donc 17 millions de foyers concernés qui ne paieront plus de taxes d'habitation. Les 20% de ménages les plus aisés pour l'instant exclus du dispositif seront eux aussi concernés en 2021. L'objectif étant une disparition pure et simple de cet impôt en 2021. Le coût global de l'opération est estimé à 20 milliards d'euros. Le gouvernement s'est engagé à compenser à l'euro près la perte des recettes des collectivités locales via un mécanisme de dégrèvement au moins jusqu'en 2020, ce qui met les collectivités dans une situation forte d'insécurité financière en sus de la perte de la marge de manœuvre fiscale. On fait un petit focus justement sur cette partie d'autonomie fiscale. Je ne vais pas rentrer dans les détails des slides 25-26. Mais dans le slide, on se rend bien compte, entre les lignes, que la main, le levier fiscal qu'on aura nous en tant qu'élus locaux, ça ne sera que la taxe foncière non bâtie demain, si on devait prélever l'impôt. Et qu'on n'a plus la main sur cette taxe d'habitation. Que notre autonomie, on voit bien qu'entre 2003 et 2017, c'est le tableau 26, elle diminue de plus en plus. On était à 60% et on va le passer à 70%. Donc on est en train de perdre de l'autonomie sur nos ressources locales. Et dans le projet de loi de finances de 2019, on ne prévoit toujours pas de mécanisme de remplacement de la taxe d'habitation. Et ça, c'est ce qui nous dérange un peu. C'est-à-dire que l'État dit qu'il va diminuer, mais il ne nous dit pas aujourd'hui comment il va nous compenser. Est-ce qu'il va nous compenser à l'euro près à un instant T, ou est-ce qu'il va compenser avec l'évolution et des bases qu'on pouvait connaître avant dans nos budgets respectifs? 3 scénarios aujourd'hui, à horizon 2021, sont dans les cartons. Le scénario 1, ce serait une compensation versée aux collectivités. Ça paraît anticonstitutionnel, car conduirait à ne plus respecter l'autonomie financière du bloc communal. C'est la perte d'autonomie qu'on peut vivre dans nos budgets. Scénario 2 serait un transfert du foncier bâti départemental au bloc communal avec la mise en place d'un mécanisme de garantie individuelle des ressources. Le scénario 3 sera un transfert du foncier bâti de la CVAE du département avec mise en place d'un mécanisme de garantie individuelle des ressources. Donc là, des grandes inquiétudes quand même sur l'avenir un petit peu de cette compensation de la taxe d'habitation. Ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est comment ça va évoluer. Et est-ce qu'on va connaître la même chose que sur la taxe professionnelle? Pour rappel, donc la taxe professionnelle, on a vu, l'État nous a compensé à un instant T. Les évolutions n'ont pas été prises en compte. Mais non seulement pas pris en compte, mais en plus, elle vient piocher aujourd'hui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur la DCRTP, etc. Elle vient piocher dans cette manne-là. Donc, quid de l'avenir de cette taxe d'habitation, comment elle sera compensée demain? Je parle pour la communauté d'agglomération, mais aussi pour le bloc communal, parce que tout le monde sera concerné. Donc voilà un peu le cadre de cette loi de finances 2019. Pour rentrer un peu plus concrètement, sur notre communauté d'agglomération, avec un petit rappel des investissements qui ont été faits sur l'année 2018. Donc là, pareil, je ne vais pas vous lister tout, mais on vous rappelle qu'on a eu un niveau d'investissement soutenu pour l'année 2018 avec environ 10 millions d'euros d'investissement sur le budget principal avant subvention. Vous avez la liste des projets qui est présentée, slide 29 et slide 30. Elle concerne un ensemble de choses, aussi bien la gestion des déchets, les subventions à l'immobilier d'entreprise, rivière et bocage, documents d'urbanisme, le numérique et la fibre optique. Au chapitre 3, slide 32, on fait un focus sur la masse salariale entre 2017 et 2018. On a voulu bien présenter les choses parce que quand on entend qu'on augmente fortement les charges à caractère général ou la masse salariale, il y a parfois des jeux de mécanismes comptables simplement et pas forcément une augmentation de la masse salariale. Quand on analyse sur le tableau, page 32, la variation de la masse salariale entre 2017 et 2018, on voit effectivement qu'il y a une différence de 662 000 euros pour arriver à 13 974 000 euros. Une partie de l'explication vient tout simplement mécaniquement du fait du transfert du budget annexe des ordures ménagères. Ces agents étaient sur un budget annexe, ils ont été intégrés au sein du budget principal.
on n'a pas augmenté de 260 000 euros, ils ont simplement été réintégrés dans le budget général. Il y a une variation effectivement sur le budget assainissement pour structurer ce service, ce qui nous donne entre 2017 et 2018 une augmentation de 402 000 euros, soit une augmentation à hauteur de 2,97%. Pour rappel, l'évolution prévue hors politique de rigueur était plutôt entre 6 et 7%. Alors, on vous donne quelques explications, et je ne vais pas m'attarder sur les... On pourrait y revenir après dans le cadre du débat plutôt. Il y a des choses mécaniques, transfert du budget OM vers le budget principal, la compensation de CSG dont vous avez dû faire face, donc l'État là aussi avait demandé à ce que les collectivités compensent cette diminution de CSG pour les salariés. Pour nous, ça a eu un impact de 150 000 euros. Une augmentation du taux de la cotisation du centre de gestion de 1 à 0,9, un régime indemnitaire pour tous les agents occupant un emploi permanent, la prime de mobilité pour les agents où leur résidence administrative a été modifiée, le déroulement des carrières classiques des agents, promotion interne, sélection professionnelle et avancement de grade, et les recrutements intervenus en cours d'année 2017 qui sont sur l'année complète en 2018. On vous liste exhaustivement les recrutements qui ont été faits sur l'année 2018, la maîtrise de la masse salariale réalisée à travers différents non-remplacements ou des réorganisations. Pour le DOB 2019, il vous est proposé, là on est au slide 35, de limiter l'augmentation des charges personnelles à hauteur de 2%, hors transfert de budget annexe. Ça va être le cas pour l'assainissement où on aura une augmentation, mais qui sera due mécaniquement à un transfert des employés communaux qui sont passés sous le giron de la communauté d'agglomération et qui représentera à peu près 300 000 euros. Alors, dans ces 2%, ça s'explique par la revalorisation des grilles indiciaires, donc le parcours professionnel, carrière et rémunération, dans le passage des éducateurs des jeunes enfants en catégorie A aussi à compter du 1er février 2019, et la revalorisation du SMIC, et des recrutements qui auront lieu, qu'on a validé en 2008 avec une incidence en 2019. Donc ça concerne la directrice des enseignements artistiques, l'agent d'entretien pour le complexe sportif de Pontorson pour 17h30 et le recrutement de 2 ambassadeurs du tri et un chargé de mission dans le cadre de la mise en place de la redevance spéciale. Dans ce focus sur la masse salariale, il est rappelé que la moyenne d'âge de nos agents, plutôt féminine, on le voit dans le graphique à la page 36, et on a une moyenne d'âge de 41 ans, donc on a des agents quand même qui sont dans la moyenne assez jeunes. Ensuite, au chapitre 4, on revient sur la situation financière de la communauté d'agglomération. Donc après 2 années d'existence, il est possible de tirer un premier bilan financier de la communauté d'agglomération. On vous propose 3 scénarios. Donc un scénario A, qu'on va déployer après sur différents graphiques qui vous seront présentés. Donc le scénario A serait la consolidation des prospectives individuelles si on était resté en ancienne communauté de communes sans augmentation de fiscalité, mais en ayant été impacté aussi par les réformes que je vous ai présentées tout à l'heure, notamment la compensation à la dette de l'État. L'objectif recherché était de simuler à l'horizon 2020 les ratios financiers consolidés des EPCI fusionnés, compte tenu du PPI envisagé par chacun d'entre eux, avec un total d'investissement à hauteur de 33 millions d'euros. Le scénario B reprend une prospective qui vous avait été présentée lors du DOP 2018 sans augmentation de fiscalité. Cette simulation prend en compte l'ensemble des projets envisagés à l'échelle du territoire communautaire, à savoir les projets des PPI des anciennes communautés de communes et réactualisés en termes de coûts et de dimensionnement, les nouveaux projets souhaités, pôle d'enfance de Pontorson, centre culturel de Sartilly, sécurisation du Mont-Saint-Michel, itinérance, une valorisation des avances remboursables au budget annexe, ce qui n'apparaissait pas dans les PPI individuels des anciennes communautés de communes, avec un total d'investissement de 59 millions d'euros. Et la situation 3, donc la situation financière actuelle de la collectivité sans augmentation de fiscalité. Cette prospective repose sur les orientations et objectifs suivants. Donc pas d'augmentation de la fiscalité, impliquant une politique de rigueur visant à optimiser les dépenses de fonctionnement et rechercher des gains budgétaires dans les services, chose qui a été appliquée
dès 2018 lors du vote du budget, dès le vote du budget, et qui aura porté ses fruits sur cette année 2018. Et je tiens à remercier les agents pour les efforts qui ont été faits pour la continuité des services et d'avoir su trouver des gains dans leur mode de fonctionnement. Mais c'est aussi une planification des investissements pour la collectivité et un recours limité à l'endettement, c'est-à-dire qu'on s'est fixé de ne pas augmenter l'endettement des collectivités et de se fixer 33 millions d'euros sur le budget principal et de garder et de conserver une capacité de désendettement inférieure à 8 années qui nous place sous le seuil de vigilance. Donc le volet d'investissement sur la période 2017-2019 est d'environ 31 millions d'euros, ce qui n'est pas rien quand même, soit l'équivalent du volume global d'investissement que les 5 anciennes communautés de communes auraient souhaité porter sur la même période. Alors, je ne vais pas revenir sur le tableau page 39, sauf si vous avez des questions bien sûr, parce qu'en fait on vous dit quelle projection, dans quel cadre vous reprenez un petit peu les dépenses de fonctionnement, les investissements, les recettes avec les impacts que pourrait avoir le projet de loi de finances ou les choses les dotations, les autres recettes. Voilà, on est parti sur des prospectives, on prend en considération des évolutions de charges ou de recettes à la hausse ou à la baisse, c'est selon. Voilà, donc je ne rentre pas dans ce détail-là, parce qu'il est bien expliqué, je pense, mais on pourra y rentrer si vous avez des questions. Il est quand même mis en bas de ce tableau que par prudence, le produit de la cession de l'écoparc n'est pris en compte dans aucune des hypothèses. Je rappelle que le dossier, il y a eu un compromis de vente de signé, que la réalisation de la vente n'a pas été faite, et que nous, dans le cadre de la prospective financière, on considère que c'est une recette qui n'est pas acquise. Voilà. Et que si demain, elle arrive, on se posera la question de savoir est-ce que cette recette, on se désendette, est-ce qu'on en met une part que par le désendettement, on réinjecte de l'investissement, mais je pense que le débat aura lieu quand la recette sera effective. Et aujourd'hui, l'idée, c'est pas de se projeter sur une recette aujourd'hui qui n'est pas acquise. Au slide de la page 40, on vous reliste l'ensemble des projets qui étaient engagés, qui ont été réalisés 2018, il reste encore une quote-part. Je ne vous fais pas la liste, mais on est sur un total quand même de 21 millions d'euros, avec des recettes de l'ordre de 9 millions d'euros, 9 millions 9 exactement. Et il y a des APCP sur des investissements assez lourds, et on se projette sur la période 2019-2021. Pour les années suivantes, à partir de 2022, il reviendra à la prochaine équipe de définir les projets qui rentreront dans les capacités financières de la communauté d'agglomération. Au slide page 41, vous le savez, lors du cadre du DOB 2017, on avait eu, je pense, des échanges assez forts l'année dernière sur les prospectives financières de la communauté d'agglomération, avec la crainte de cet effet ciseau s'il n'y avait pas de réaction sur notre budget. Et on voit qu'au vu des chiffres 2018 et de la prospective qui est émise, on sort de l'effet ciseau, on est sur un effet ciseau maîtrisé, que les recettes et les dépenses de fonctionnement sont parallèles. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous quand même, parce que l'année dernière, on avait eu un peu peur que si on restait dans le même mode de mécanisme, on pourrait avoir des soucis dans les années à venir. Et là, 2018 nous confirme que les choix qui ont été faits et les gains qui ont été faits au niveau des charges de fonctionnement portent leurs fruits dans les prospectives financières. Donc les 3 scénarios que je vous ai présentés, ils sont représentés sur un graphique, page 42. Et je vais m'attarder juste sur la présentation. Donc on est sur une année 2016, ancienne communauté de communes, tout ça en point d'égalité, évolution 2017, 2018, 2019 et 2020. Sur la colonne de gauche, c'est le scénario numéro 1A, que je vous ai présenté tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, le B au milieu, et le C sur la partie droite, qui est notre situation actuelle, et le scénario qui vous sera proposé en fin de débat. Donc il est rappelé sur cette période-là, 2016-2020, que grâce à la fusion des 5 collectivités, on a une bonification d'intercommunalité, et ça a très largement optimisé notre niveau d'épargne net, en passant de 1 400 000 € en 2016
à 2 900 000 € en 2017. Donc on voit que le gain 2016-2017 vient de la fusion des 5 collectivités et cette bonification de dotation que nous avons eue tous ensemble. Alors, on rappelle quand même que sur la période 2017-2018, on voit que notre épargne nette chute quand même. Elle passe de 2,9 millions à 1,9 million. Et elle est liée principalement à des facteurs exogènes à la collectivité, et plus particulièrement à la baisse des recettes. Et vous avez mis un petit tableau pour rappeler comment retrouver un peu cette baisse qui passe de, on perd 1 million, mais sur ce 1 million d'euros de CAF net, il y a 700 000 € qui sont le fruit, en fait, malheureusement, de la fin des contrats aidés à hauteur de 230 000 €, la dotation d'intercommunalité qui a baissé de 9 433 €, les dotations de compensation qui ont baissé de 67 000 €, le FDTP, que je vous parlais tout à l'heure, qui a baissé de 106 000 €, la compensation de la CSG qui a baissé de 150 000 €, le FPIC de 130 000 €, ce qui nous fait un total de perte de recettes à hauteur de 700 000 €. Il nous semblait important de vous le souligner, parce qu'on ne s'arrête pas juste à l'épargne nette, mais comment se fait-il qu'on arrive à cette baisse d'épargne nette? Donc même si les comptes ne sont pas totalement arrêtés, on est en cours de finalisation, l'épargne nette anticipée pour 2018 semblerait meilleure que nos prévisions. On serait plutôt autour de 1 900 000 € contre 1 780 000 € qu'on avait prévu. Et cela grâce à la politique de rigueur que nous avons mis en place dès 2018. Alors, il y a 2 mécanismes. Il y a la politique de rigueur, mais il y a aussi la planification des investissements et une optimisation des recettes, avec les bases minimum de CFE que nous avons validées au mois de septembre l'année dernière, la revalorisation des tarifs de la taxe de séjour, la GEMAPI, qui permet de réguler le niveau de recours à l'emprunt et donc de préserver un niveau d'épargne nette satisfaisant. À l'horizon 2020, compte tenu du volume d'investissement indiqué précédemment, le niveau de la CAF net devrait être similaire à celui de 2016, toutes choses égales par ailleurs. Mais on voit bien que dans les 2 scénarios précédents, on était plutôt avec une CAF négative. On vous a fait une rétrospective aussi de volume d'investissement donc élevé dans le cadre de la prospective du 2018. Ce serait traduit par un recours à l'emprunt très fort, avec des difficultés financières et des ratios de désendettement qui auraient explosé. Là, on voit qu'avec le scénario 3, on reste sous le seuil des 8 années, ce qui n'est pas le cas des 2 premiers scénarios. Cela s'explique dans le premier cas par le faible niveau d'épargne brute et dans le second cas par un volume de dette trop important. La slide 48, c'est un indicateur qui nous paraissait intéressant de vous présenter. Les anticipations 2018 sont les suivantes dans l'attente des arrêtés de compte définitifs. L'année dernière, on s'était un petit peu présenté en essayant de voir un peu ce que nos voisins, dans quelle situation ils étaient. Je ne reviens pas sur notre ligne de la baisse de la CAF net expliquée pour 700 000 € par des éléments exogènes, mais notre capacité financière par habitant passerait de 2017 à 2018 de 29,84 € à 19,58 €. Ça, c'est le tableau page 48. Si on regarde un peu nos voisins, sur Saint-Lô, ils étaient à 54,91 €, la CAF par habitant. 2018, il passera à 30,95 €. Grandville-Thérémé était à 46,98 € en 2017. Il serait divisé par 2 pour arriver à 23,42 €. Voilà. C'est important pour nous de vous dire un peu où on était positionné et comment on évoluait. Donc la communauté d'agglomération va porter globalement sur la période 2017-2019 un niveau d'investissement équivalent à celui prévu par les anciennes communautés de communes. À l'horizon 2020, compte tenu des hypothèses présentées, le niveau d'épargne nette devrait être équivalent à celui de 2016, alors que ce niveau aurait été globalement négatif si les anciennes communautés de communes étaient restées seules. La communauté d'agglomération a donc joué pleinement son rôle d'amortisseur et stabilisateur des finances du territoire communautaire.
La bonification de la DGF de 2 millions d'euros a permis à la communauté d'agglomération de faire face aux pertes de recettes en 2018, 700 000 euros, mais aussi de préserver le niveau d'investissement et de services rendus à la population, malgré un contexte budgétaire contraint qui est devenu la norme au niveau des collectivités. Enfin, les marges de manœuvre financière de la communauté d'agglomération ont pu être conservées grâce aussi à une maîtrise des dépenses de fonctionnement inhérente à la politique de rigueur qui a été mise en place. Slide 49, donc 3 orientations peuvent donc être envisagées autour de ce débat pour le budget principal. Donc 1, poursuivre la politique de rigueur actuelle avec comme corollaire la limitation du niveau des dépenses de fonctionnement courantes à celui de 2018, qui tient en compte la diminution souhaitée à hauteur de 10%. Un volume d'investissement de la collectivité, celui présenté dans la prospective financière. Dans le cadre de cette politique de rigueur, la collectivité peut étudier également une optimisation du financement et une planification des projets listés afin d'introduire d'autres opérations tout en restant dans l'enveloppe financière définie. Le scénario 2 serait d'accroître la capacité d'investissement de la collectivité par la pression fiscale, augmentation des taux de fiscalité. Et le scénario numéro 3, ce serait d'accroître les possibilités d'investissement de la collectivité par la mise en œuvre d'un pacte fiscal et financier visant à faire participer financièrement les communes sur l'investissement, mais également sur le fonctionnement par le biais de fonds de concours. En conclusion, parce qu'on sent que le scénario 3... C'est à qui, David? Non, c'est bien, c'est qu'il y a de la réaction à un moment donné. C'est la test en temps réel. Voilà. Alors, en conclusion, la communauté de l'agglomération, par la préservation de ses marges financières et de sa bonification de DGF initiale, on l'a déjà dit, a joué un rôle amortisseur. Après une année 2017 de transition, la rigueur a été payante en 2018. Il sera demandé à l'Assemblée sa volonté ou non de poursuivre en ce sens. Si c'est le cas, il sera proposé de construire un BP 2019 reprenant la fin des projets 2018, ainsi que schématiquement les projets validés par délibération en 2018. Et afin de ne pas forcer le choix du futur exécutif 2020-2026, qui sera nécessairement renouvelé, il est proposé, dans un souci de sérieux budgétaire et d'honnêteté intellectuelle, de rester d'ici 2020 sur la liste des projets présentés dans le cadre de la prospective, environ 21 millions d'euros sur la période 2019-2021. Il ne faudrait pas en effet que la collectivité soit engagée dans des projets trop lourds budgétairement, qui mettraient à mal les finances de l'intercommunalité pour la prochaine équipe. Merci beaucoup, David. Donc voilà pour la présentation de ce débat d'orientation budgétaire. Donc, premières observations avant de vous laisser la parole. Donc tout d'abord, on voit que la situation budgétaire à la fin de cet exercice est bonne. Il ne faut pas avoir peur de le dire. L'année dernière, après une consolidation des budgets des 5 EPCI ayant fusionné, on avait fait le choix collectivement au niveau de cette assemblée de mettre en place ce qu'on a appelé pompeusement une politique de rigueur, en tout cas de mettre en place un dispositif rigoureux de gestion de nos dépenses, de fonctionnement et d'investissement. Et force est de constater que cette machine très méticuleuse que nous avons mis en place a apporté ses fruits, puisqu'en termes de dépenses de fonctionnement, sur les 2 lignes principales que sont le 0,11 et le 0,12, sont parfaitement maîtrisées, et qu'on a réussi de ce fait à endiguer cet effet ciseau qu'on craignait tous, et finalement qui n'a pas lieu. Ce que je retiens aussi de la présentation de David Juquin, c'est qu'on est en mesure de ne pas augmenter notre dette, voire de maintenir un taux d'endettement qui est plus que raisonnable, en tout cas qui est en dessous du seuil d'alerte tel que nous l'indiquent régulièrement les services de l'État et les chambres régionales des comptes. Ce qui est le bon signe également, c'est qu'on maintient un taux d'investissement sur cette prospective qui est plus que raisonnable. 10 millions d'euros, c'est quand même un beau volume, surtout si on compare aux 60 millions de budget de fonctionnement. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, et là le tableau comparatif que vous avez proposé avec le service financier des CAF nets des territoires voisins montre qu'on est plutôt dans une position
pas dire confortable, il faut quand même rester très raisonnable, très mesuré, mais dans une position qui est stable et qui permet d'avoir une vision positive de l'après 2020. Je crois que, quel que soit le scénario qui sera retenu le 28 mars, et nous allons pouvoir en débattre dès ce soir, avec, j'imagine, une tendance qui se dessine entre la continuité de ce qu'on a mis en place, une hausse de la fiscalité, et puis ce pacte financier, enfin fiscal et financier, je pense que l'idée forte à retenir, c'est que, en effet, notre PCI a tout juste 2 ans, nous allons entamer la 3e année, donc c'est un demi-mandat en quelque sorte, et que nous avons intérêt à ne pas obérer l'avenir de ceux qui seront aux commandes de cette communauté en redonnant les clés à l'équipe future, clés d'un véhicule dont les pneus seront bien gonflés, les niveaux faits, et surtout avec le plein dans le réservoir. C'est un peu l'image, la métaphore qu'on utilise entre nous, et qui, je pense, parle à tout le monde. On est vraiment sur la construction d'un véhicule communautaire. Véhicule, c'est un bus, 95 places, si je puis dire, 95 communes, qui a vocation à emmener l'ensemble des communes dans les différentes directions que constituent nos compétences, et surtout avec la capacité à aller loin. Je crois que c'était vraiment notre challenge au moment de la fusion. Nous arrivons au dernier tiers de cette existence avant renouvellement municipal et communautaire. Je crois qu'on aura tous un certain sentiment de fierté si en 2020, encore une fois, on restitue ce véhicule communautaire avec une situation budgétaire stable qui nous permet à terme, à l'avenir, de porter des projets ambitieux de développement de projets ici et là dans un espace qui est relativement vaste. Voilà, donc en tout cas, il faut rendre aussi hommage, David, tu l'as fait, et je me permets de le faire aussi au nom de l'ensemble du bureau, au service, à la Direction Générale des Services qui a su mettre en place cette vision rigoureuse de la consommation de nos deniers publics. Chaque service a joué le jeu, réellement. Chaque service a accepté d'être particulièrement vigilant et d'optimiser les moyens qui lui ont été alloués, et avec un résultat qui aujourd'hui peut non seulement nous rassurer, mais aussi nous permettre d'envisager l'avenir avec sérénité. Voilà, donc à présent le temps du débat est ouvert, donc la parole est à la salle pour quiconque souhaite la prendre. Est-ce que certains d'entre vous veulent s'exprimer sur les différents aspects qui ont été évoqués par David Juquin? Oui, Gilbert Daniel. Oui, dans la maîtrise de la masse salariale, est-ce qu'il est tenu compte du remplacement des directrices qui sont parties de personnel? Oui, alors ça, je pourrais laisser la parole à Jacques Lucas sur le volet ressources humaines. Bien évidemment, on peut parler des services qui ont fait des efforts de gestion particulièrement importants, et on sait bien que ce 012, cette ligne de 012 dans notre maquette budgétaire est particulièrement importante, parce que c'est un gros volume, 400 agents, c'est un gros volume de nos dépenses de fonctionnement. Et en effet, il y a aujourd'hui une gestion prévisionnelle de cette masse salariale, notamment sur une perspective liée au départ en retraite, bien évidemment. Donc Jacques, je ne sais pas si tu veux prendre la parole sur cette gestion, mais bien évidemment, ça fait partie des facettes des ressources humaines particulièrement importantes. Donc on essaie d'anticiper du mieux possible ces départs, de façon à ne pas remplacer la personne qui part à l'identique, mais peut-être en imaginant des réorganisations dans les services. Ce qu'on appelle la gestion programmée des départs en retraite. Et bien évidemment, c'est au cœur des préoccupations. Oui, Daniel Furcy. Et qu'est-ce qu'il en est des personnes qui avaient pris des congés ou une année sabbatique? Parce que à la communauté d'Aglo en Franche-Saint-Michel, on avait Madame Leroux qui était dans la direction. Est-ce qu'elle continue ou... Alors Madame Leroux est toujours en détachement. Voilà. C'est une pas détachement, disponibilité, c'est très différent, pardon. Disponibilité. On sait d'avance. En tout cas, alors c'est une disponibilité qui est donnée, qui est renouvelée d'année en année. On en a 7 de mémoire. 7 agents en dispo.
Donc pour l'instant, alors bien sûr c'est des choses qui s'anticipent aussi, et la personne si elle souhaite réintégrer doit s'y prendre en heure et en temps. Tout ça s'anticipe. Je vais parler. Oui, vas-y. Et c'est dommage que M. Deslandes n'est pas là, parce qu'il avait dit que si on augmentait pour les impôts l'année dernière de 5%, ils en augmenteraient de 10% cette année. Mais, voilà. Alors, tu dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais je pense que c'est essentiel d'avoir en tête qu'il est toujours difficile d'anticiper exactement le résultat budgétaire d'une collectivité. C'est effectivement, on peut, ce fameux effet ciseau qui nous fait tant peur, qu'on soit à la tête d'une commune ou d'une communauté de communes ou communauté d'agglomération, finalement, on peut difficilement à l'avance dire qu'on va le maîtriser. C'est au fil des mois et au fil de la gestion des services, grâce à des indicateurs mensuels notamment, qu'on peut, on va dire, avoir une gestion fine des choses. Donc, finalement, en début d'exercice budgétaire, on peut se donner tous les objectifs qu'on veut, les plus optimistes comme les plus pessimistes. Mine de rien, c'est au jour le jour que l'on va construire la réalité budgétaire de notre année. Donc, tant qu'on n'est pas dans l'exécution de ce budget, tant qu'on n'est pas face à une réalité presque quotidienne, en tout cas mensuelle, non, personne n'a raison. Finalement, c'est en fin d'exercice budgétaire, lorsqu'on commence à écrire le compte administratif qui sera présenté en assemblée, on peut être rassuré. Ou pas. Là, en effet, les indicateurs qu'on vous livre ce soir dans le cadre de ce DOB sont bons. Heureusement, on doit s'en réjouir, même si, encore une fois, il faut être vigilant et on ne va pas sauter au plafond en disant maintenant, ça y est, on va pouvoir commencer à dépenser. Non, je pense qu'il faut être lucide sur la fragilité de nos budgets. Quand je dis nos budgets, ce sont les budgets de nos collectivités. Et il suffit de regarder ce qui se passe chez nos voisins Grandvillers ou Saint-Lois ou Cotentinais. Partout, il n'y a pas un territoire en France aujourd'hui, un territoire communautaire où ça va bien. Alors il y a peut-être dans les grandes métropoles, dans ces grands territoires urbains où on le voit, les dotations continuent à être plus importantes. Les choses sont peut-être plus faciles. En tout cas, dans nos territoires communautaires ruraux, c'est vraiment cette consommation au cordeau de nos crédits qui paye. Avec une ambition forte, je pense qu'on l'a tenue cette année, c'est un maintien des services publics de proximité. C'est-à-dire qu'on réussit finalement à faire, on peut l'espérer aussi bien qu'avant, mais avec une gestion plus rigoureuse et une meilleure optimisation de nos moyens. Alors, Jacques Lucas. Oui, juste un mot, c'est vrai que c'est toujours un projet, le plus difficile c'est forcément de le tenir. Parce que bon, enfin, moi je parlerai du côté RH, c'est vrai que on a bien conscience, et j'ai bien conscience que les services ont beaucoup travaillé, qu'il y a des besoins. C'est indéniable, hein, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de besoin. La difficulté, c'est de réussir à faire tourner avec le potentiel que l'on a, et donc d'être très strict dans les recrutements. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous allons continuer à faire, au détriment, parfois, de la réponse qui n'est pas apportée peut-être en temps ou au rythme où vous l'espérez, mais je crois qu'il faut le comprendre. On travaille à effectif constant, c'est difficile, les services sont efficaces, mais très surbookés, et donc voilà, il y a un jeu d'équilibre à avoir, et cet équilibre, il est d'abord, comme toujours, financier. Enfin, voilà, moi je souhaiterais aussi, je rêverais d'être VPRH avec le double de crédit. Mais ce n'est pas le cas. Donc l'année sera comme celle-là, elle sera difficile parce qu'il faut parfois faire le père fouettard par rapport à toutes les demandes qui sont faites. Alors il y a Sophie Laurent, et puis j'ai une autre main se lever. Ah, vraiment Bécher. Oui, alors Sophie. Oui, moi j'avais une question concernant le bâtimentaire, enfin c'était aussi une interrogation. C'est vrai qu'au vu de la liste des principaux projets du budget principal, on voit qu'il y a beaucoup de projets de bâtiments, de nouveaux bâtiments. Bon, il y a des réhabilitations et je me demandais si il ne fallait pas, avant de faire des extensions de bâtiments ou de nouveaux bâtiments, réfléchir aux bâtimentaires qu'on a sur le territoire de la communauté d'agglomération et savoir s'il n'y avait pas des travaux, des choses plus urgentes
Moi, je vois sur Sourdeval, nous avons un COSEC qui commence à prendre l'eau. Il est utilisé par 2 écoles maternelles, 2 écoles élémentaires et 2 collèges, ainsi que des associations. Il reçoit de façon innovante des personnes en situation de handicap qui viennent pratiquer du sport avec des sanitaires qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on peut être en droit d'attendre aujourd'hui. Et on a déposé un dossier au niveau de un dossier a été déposé au niveau de la communauté de communes il y a déjà 1 an ou 1 an et demi. Et j'aimerais savoir si ce type de rénovation peut être considéré comme prioritaire par mes collègues élus. Alors, sur la diapositive qui comporte une liste de projets, bien évidemment, c'est à titre indicatif. Là, ce ne sont que les projets qui ont fait l'objet de délibérations et qui sont dans les tuyaux, sachant que, c'est encore une fois, les arbitrages ne sont pas définitifs. Sur les politiques d'investissement, ce sera dans le cadre du vote du budget qu'on pourra définitivement statuer. La situation que tu décris, qu'on pourrait, j'ai envie de dire, dupliquer à l'envi sur d'autres projets de construction, de réhabilitation, fait, et tu le sais bien, l'objet d'un examen précis en commission, puis ensuite en conseil communautaire pour validation. Et tout ça s'appuie sur un plan de financement qui tient la route, voire avec des cofinancements. Donc la réponse qu'on a déjà faite à Albert Bazir à plusieurs reprises, c'est qu'en effet, ce bâtiment qui est communautaire faisait partie des priorités. Encore faut-il qu'on puisse affiner le coût réel des travaux, puisque bien souvent on est sur des estimations et il faut revenir de manière plus précise pour savoir combien on va investir dans ce qui est réellement à faire, pour ensuite avoir une inscription budgétaire qui tient la route. Donc là, pour être relativement clair, le dossier il est toujours à l'étude. On va voir à combien s'élève exactement le coût des travaux. Et si en effet ces travaux sont jugés comme prioritaires au vu de l'ensemble des dossiers communautaires, il sera inscrit au budget pour l'année 2019. Oui, parce qu'au niveau de Sourdeval, on n'a pas, le secteur de Sourdeval n'a pas de projet extrêmement coûteux et on a l'impression, nous on veut bien être solidaires, il n'y a pas de souci, on est solidaires des projets qui sont menés sur les autres parties du territoire, mais on aimerait bien de temps en temps avoir des retours d'ascenseur quand même. Et juste en complément, David, parce qu'il y a un travail qui va être fait. C'est une vraie bonne question, le service patrimoine aujourd'hui, l'état de notre patrimoine et la priorisation des travaux à effectuer. Et pour le service aujourd'hui patrimoine, c'est pas forcément évident pour lui de savoir prioriser. Et il y a un gros travail qui est en train d'être fait en début d'année pour pouvoir prioriser ce qui était prioritaire sur une partie du territoire, ne l'est peut-être pas forcément sur une autre partie du territoire. Donc il y a un gros travail qui est en train d'être fait au niveau des services techniques pour essayer justement de prioriser ces travaux. Alors il y a Xavier Tassel et Jean-Luc Rochefort. Ah oui, Raymond Béger. Oui, je suis petit, hein. Je blague, peut-être que vous voyez, non? Je blague. Oui, seulement un constat pour lequel vous n'êtes nullement responsable, un constat qu'on vit dans le département. Il m'arrive de sortir un petit peu de chez moi. Quand j'ai dans le nord du département, je me demande où je suis. Je me demande si je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Quand vous allez dans une commune, là-bas, tout le monde a son pupitre, son micro. Et je comprends assez mal que les retombées qu'il peut y avoir par un système que je ne connais pas, mais ce que vivent les gens du Nord, ne soient pas un peu lissées sur le département. C'est assez incompréhensible. On fait des comités d'agglo pour lisser les charges, mais si au niveau des revenus, au niveau du département, on faisait aussi le lissage, on aurait peut-être des moyens qu'on n'a pas, et entretenir un peu mieux nos bâtiments, tel que vient de le dire Madame, son nom m'échappe, l'adjointe de Sourdeval. Voilà, c'est un constat, mais je trouve que c'est flagrant et décevant. Alors, juste pour compléter, alors, pour revenir sur ce qui se passe sur d'autres territoires, comme le Nord-Cotentin, simplement sur le COSEC, là où aussi on a pris du retard, Sophie, je t'amène un élément de réponse, tu me contrediras ou pas, c'est que dans le cadre du toilettage de la réécriture de nos statuts communautaires,
communautaire. Dans un premier temps, la commune de Sourdeval avait fait la demande de récupérer le COSEC. Et au dernier moment, donc en fin d'année, vous avez fait le choix de le laisser à la communauté d'agglomération. Donc c'est vrai que c'est un dossier sur lequel on n'a pas avancé au niveau du bureau d'études communautaire. Disons, puisque la commune souhaite le reprendre, on n'avance pas dessus. C'est vrai que le revirement de situation à la fin de l'année 2018 fait qu'on a pris un peu de retard. Donc pour l'instant, en effet, il n'y a pas d'inscription au budget, mais dès qu'on aura les données réelles concernant les travaux à réaliser, on pesera le pour et le contre pour la réalisation des travaux cette année. C'est une précision que je voulais apporter. Donc après Raymond, on a Xavier Tassel, et puis ensuite Jean-Luc Rochefort. Merci. Donc une première petite question sur le volet ressources humaines. Puisqu'on nous dit que l'augmentation est de 2,97, ça c'est par rapport au budget général. D'accord. Puisqu'on est à 3,77 si on prend en compte l'assainissement. Donc c'est vrai qu'il faudra regarder. Deuxième petite question qui concerne les projets listés. Comment avez-vous réévalué les projets initiaux? Alors, juste réponds, en fait, on est dans le cadre d'un DOB, donc les dossiers qui sont listés dans le tableau le sont à titre totalement indicatif, y compris les chiffrages qui sont en face. On peut très bien avoir des chiffrages, des montants qui pourront être lissés sur 2 ans, 3 ans. Et en tout cas, les projets qui sont listés sont ceux qui ont fait l'objet de délibération du conseil communautaire ou des anciennes communautés de communes. Exactement. Et je vais prendre le cas que je connais le mieux, celui de Juvigny. Le clubhouse est sur un montant de 100 000 €, alors que de mémoire, on était plutôt aux alentours des 45 000. Ce qui fait quand même ou 55 000, ce qui fait quand même une sacrée réévaluation. C'est pour ça que je me posais la question s'il y avait eu un coefficient de correction automatique, ou si vous aviez eu une analyse un peu plus fine de la... C'est souvent l'analyse plus fine qui fait que le chiffrage augmente. Ça, c'est vraiment le gros souci auquel on est confronté, c'est que, on pourrait citer pas mal d'exemples de ce type-là, où bien souvent, quand l'étude qui permet de délibérer en conseil communautaire ou municipal est réalisée pour des demandes de subventions notamment, on se retrouve face à des chiffrages qui sont sous-évalués. Et qui fait, lorsque les services se mettent vraiment au travail pour ensuite lancer les consultations, d'avoir des évaluations qui sont revues à la hausse. Ça, c'est systématique. En tout cas, c'est très fréquent. Autre petite question, les priorités parfois évoluant. Et effectivement, on est d'accord pour être solidaire. Je pense avoir alerté à plusieurs reprises la communauté d'agglomération dans quoi je souhaitais l'avoir sur le projet médical. Peut-il y avoir des modifications sur les projets demandés initialement, avec bien évidemment une nouvelle délibération? Alors, faut pas, je peux permettre d'évidemment. Il y a des projets, effectivement, comme des pôles de santé ou autres, où on peut attendre des recettes en face. Donc on n'est plus sur des budgets annexes. Donc tout investissement qui est susceptible de pouvoir s'équilibrer à une échéance plus ou moins longue n'est pas effectivement là-dedans, parce qu'on n'est plus sur le budget général. Il n'y aura aucune difficulté dans la mesure où le dossier est bien construit, qui peut s'équilibrer et qu'on peut y aller financièrement, quoi. L'idée, c'était surtout qu'on ait une trame sur ces investissements qui, derrière, ne génèrent pas forcément de recettes, mais plutôt des fois des coûts de fonctionnement supplémentaires, et d'anticiper ces coûts de fonctionnement. Jean-Luc Rochefort. Oui, je vais revenir sur l'aspect des bâtiments. Autant c'est le rôle de l'agglo de gérer des bâtiments tels que des COSEC, des salles de sport, des bâtiments liés à l'activité économique, autant pour moi, ce n'est pas le rôle d'une agglomération de gérer des logements. Je ne me souviens plus combien nous avons de logements, mais moi je pense qu'on devrait s'en débarrasser. C'est plutôt le rôle des communes, et puis il y a aussi des organismes qui sont faits pour ça. C'est un débat que nous avions eu l'an passé, en 2018, dans le cadre de l'examen de compétences, compétences communautaires, de l'intérêt communautaire de ces équipements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces logements, certes, ont un coût d'entretien, mais génèrent des recettes aussi. Bon. La question avait été posée aux communes de les reprendre. Certaines n'ont pas manifesté l'envie de le faire. Donc l'observation que tu fais,
elle se défend parfaitement, on peut être nombreux à la partager, néanmoins on ne va pas forcer les communes à reprendre des logements parce qu'elles ne manifestent pas le souhait de le faire. On ne peut pas forcer les communes, ça c'est certain, on est tous élus communaux, mais certains logements pourraient être vendus à des privés. Alors ça c'est une réflexion que Catherine mène dans le champ du tourisme, notamment autour des gîtes. La réflexion n'est pas encore totalement achevée, mais c'est en tout cas, on a commencé à réfléchir sur le retour vers les communes. Donc les communes qui voulaient reprendre avaient l'opportunité de le faire. Donc là on est au clair là-dessus. Maintenant c'est en effet pour certains établissements vers le privé qu'on va se tourner pour savoir si certains sont intéressés ou pas. Et c'est vrai qu'il faut savoir où se trouvent au pluriel nos cœurs de métier, au pluriel aussi. Et c'est clair que la gestion bâtimentaire de locatif, ça reste quelque chose de très spécialisé. Soit du bailleur social privé ou public, soit du particulier au sens le plus strict du terme. Oui, Gérard Loyer. Oui, par rapport au patrimoine et par rapport aux travaux qui sont beaucoup demandés au niveau de certains dossiers, nous ressortons les dossiers, les services les reprennent, soit pour rénovation ou agrandissement et autres. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois sur lequel on a une estimation et quand après on fait l'étude, on s'aperçoit que c'est souvent presque multiplié par 2. Il est bien évident que les surprises sont énormes. C'est vrai que, je l'ai dit quelques fois, mais dans ce domaine de travaux, l'agglo, c'est pas la baguette magique, la fait en disant c'est pas grave, c'est l'agglo qui va porter. Ben oui, mais simplement c'est que quand on a une estimation et qu'après, quand on ressort ce dossier, on s'aperçoit que c'est énorme la différence qu'il peut y avoir. On s'en est aperçu quelquefois avec différents dossiers qu'on a parlé ici pour dire les passe-t-on, et au départ c'était beaucoup plus bas dans l'estimation. C'est surprenant. En plus de ça, Jean-Luc, tu parles au niveau de l'immobilier. Il faut savoir aussi que notre agglomération fait partie au niveau de la région. Nous travaillons avec plusieurs agglomérations ou communautés de communes sur l'ensemble de la région. Il y a à peu près une vingtaine qui ont été retenues avec des subventions de la région pour faire une étude au niveau du schéma directeur immobilier. C'est un travail énorme sur lequel il faut commencer à recenser tout ce que nous avons comme immobilier. Et la composition de combien de pièces, l'énergie, tout ce qu'on peut avoir. C'est un détail important sur lequel il nous aurait fallu aussi recruter du personnel. Par économie, on a recruté à l'intérieur en faisant des modifications de postes. Mais néanmoins, c'est 2 personnes qui travaillent aujourd'hui pour pouvoir recenser tout ça et on travaille justement sur le devenir. On s'aperçoit qu'il y a eu déjà un précédent et au bout de 3 années, il y a eu des agglomérations sur lesquelles ils ont vendu un parc immobilier. Parce que c'était nécessaire. Et bien aujourd'hui, ça vous sera présenté, je le ferai, et voilà donc quoi nous travaillons. C'est un travail de patience sur lequel là aussi, on y va plus lentement que prévu parce que le personnel, eh bien, il n'a pas fallu qu'on recrute, mais on a fait une mobilisation interne. Voilà. Merci Gérard. Alors, oui, j'aurais voulu savoir quelles auraient été les modalités des fonds de concours, en particulier financier. On n'a pas été plus loin en fait. Quand on a vu la salle, comment on l'a proposé, on n'a pas été plus loin. Alors c'est vrai que le pacte fiscal et financier, on avait travaillé dessus l'an passé, ça faisait partie des 3 scénarios qui étaient proposés. En fait, les 3 scénarios qui sont proposés ce soir, ce sont grosso modo ceux de l'année dernière. Le pacte fiscal et financier, donc en effet, c'est un jeu de fonds de concours qui permet, de fonds de concours, et puis alors à la fois sur l'investissement et du fonctionnement, qui permet d'équilibrer les opérations d'investissement ou de fonctionnement. Il y a des équipements communautaires, en faisant payer les communes les plus riches au bénéfice des territoires les plus pauvres. Grosso modo, c'est une sorte de jeu de péréquation à l'échelle communautaire. C'est un pacte fiscal et financier, c'est quelque chose qui s'élabore avec un cabinet comme Source Consultant Finance qui nous a déjà appuyé sur différents sujets et qui fait l'objet d'une co-construction sur plusieurs mois. Donc là, si on partait dans cette direction-là, il faudrait en effet commencer un travail au long cours de façon à aboutir à des accords de principe permettant d'avoir ce jeu de péréquation entre la strate communale et la strate communautaire. C'est un vrai état d'esprit, ça marche sur beaucoup d'autres territoires. Encore faut-il que de manière unanime, les communes
soient d'accord de jouer ce jeu-là. Sachant que les communes qu'on va déterminer comme étant les plus riches ne sont pas forcément celles qu'on pense. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les communes rurales qui sont les plus riches ou les moins riches. Enfin, qui ne sont pas les moins riches. Oui, ça j'entends bien, mais le 28 mars, on va voter pour notre budget. Je pense que ce serait intéressant d'avoir quand même une idée de ce que ça va représenter. D'autant plus que nous ne sommes que les représentants de nos communes ici, la communauté d'agglomération, et que je pense que les conseils municipaux vont avoir à délibérer sur ce genre de choses. Sur le pacte fiscal et financier, on va ressortir les données qui avaient été rassemblées l'année dernière. Les grandes lignes sont là, ce sont rigoureusement les mêmes. On est sur les mêmes fondements budgétaires. Avec les répartitions pour chaque commune. Cela dit, alors, oui, encore une fois, ça n'a pas beaucoup bougé. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, ce que l'on met en place avec nos fonds de concours communaux, qui favorisent le déploiement de projets communautaires. L'exemple de Saint-Jean-le-Thomas qui participe aux travaux contre les submersions marines. On a l'exemple aussi du Teilleul qui a ajouté un fonds de concours pour travailler sur la rénovation énergétique du centre de formation. On voit que ça commence à rentrer dans la culture de nos projets communaux et intercommunaux. Il y a l'exemple de Montorson aussi sur le pôle petite enfance. Donc ça devient une habitude de travail. Je serais tenté de dire que ce pacte fiscal et financier, on y arrivera peut-être à l'avenir par des habitudes de travail qu'on va prendre ensemble. Alors il y a Alain Bachelier qui lève la main. Oui, merci Monsieur le Président. Vous avez abordé le problème des fonds de concours et le fait que notre commune avait pu participer par rapport à la contention qu'on a avec la nature et la mer en l'occurrence. Effectivement, si le fonds de concours est appliqué, il faudrait qu'il soit appliqué d'une façon pour tout le monde. Il ne faut pas qu'il n'y ait que quelques communes qui participent. Sinon, ça ne serait pas tout à fait légal. On est bien d'accord. L'idée, c'est quand je parlais de culture à nourrir, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'à travers les projets que nous élaborons ensemble, et bien souvent pour l'intérêt des communes, à chaque fois on est bien dans un intérêt à l'échelle d'un groupe de communes. Et là, pour le coup, sur les questions de submersion marine, on est face à cette réalité. On est bien dans une logique où la commune s'empare du sujet, et Dieu sait, si à Saint-Jean-le-Thomas, vous êtes bien emparé de ce sujet-là, de façon à trouver des solutions de financement qui soient adaptées. Oui, mais enfin, effectivement, on est confronté à un élément tout à fait naturel, qui est tout à fait préjudiciable pour notre collectivité. L'élément de solidarité est un élément important, et notre participation, on l'a faite, mais il faudrait qu'elle soit faite pour d'autres projets. Sinon, effectivement, on n'aura pas le même état d'esprit. C'est tout à fait le cas. Je sais que sur le COSEC à Sourdeval, puisqu'on en parlait, il y a quelques instants, la commune est prête à s'engager sur cette voie du fonds de concours. Donc il faut que Saint-Jean-le-Thomas se rassure, cette notion de fonds de concours devient une réalité. C'est pas exactement ce qui, pour l'instant, ça ne me rassure pas. Je vois qu'on est tout à fait minoritaire. Non, je ne pense pas. Il faudrait qu'on fasse un point sur les projets où les participations par biais de fonds de concours sont faites au niveau des communes à l'échelle de l'agglomération. Pour l'instant, je peux en lister au moins 4. Le Teilleul, Saint-Jean-le-Thomas, Sourdeval, Montorson. Tous les projets qui aujourd'hui rentrent dans ce cadre d'un besoin partenarial solidaire entre la commune et la commune font l'objet d'un fonds de concours. Oui, mais quand je regarde la grande feuille suivie sur les investissements à l'échelle de l'agglomération, je vois peu de fonds de concours. C'est en train de se développer. Alors, Raymond Bécher. Je voudrais revenir seulement une seconde sur les logements. Est-ce qu'il peut être fait une proposition à une commune qui serait intéressée par reprendre les logements qui sont sur ces lieux? Bien sûr. Nous, on serait prêt à étudier la proposition. Parce que les propositions avaient déjà été faites l'an passé. Maintenant, je me souviens. Tout est toujours envisageable, tout est évolutif, bien sûr. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous souhaitent continuer à questionner ce document qui vous a été présenté ce soir? Ou bien pensez-vous qu'on a fait le tour de la question? Donc ce document, encore une fois, il est à mûrir, à réfléchir. Je pense que d'ici le 28 mars, on a encore moyen à travers les différents temps d'échange qui vont venir, que ce soit des commissions, que ce soit les réunions de pôle, je crois qu'il ne va pas falloir hésiter à
à re-questionner ces orientations. Je crois que l'intérêt de ce débat d'orientation budgétaire, qui est encore une fois réglementaire, nous permet à chacun de nous approprier de manière globale et en rentrant dans certains points de détail les grands enjeux de notre construction budgétaire pour l'exercice à venir. Voilà, donc si... Sachant, David, oui. Même s'il y a encore du débat, les masses globales ils sont là. Resteront ce qu'elles sont. L'idée, c'est pas de rajouter des projets ou autres qu'on ne saura pas supporter, parce que si on dépasse ces enveloppes-là, on ne sera pas dans le cap qu'on s'est fixé, de rester au même niveau d'endettement et de rester sous seuil des ratios de vigilance. De toute façon, voilà, le cadre global, il est fixé par les enveloppes budgétaires, investissement, fonctionnement. Voilà. Et c'est dans le cadre de ces enveloppes, que nous allons articuler notre politique d'investissement notamment. Avec, encore une fois, ce tableau qui n'est là qu'à titre indicatif, puisqu'on sait, une inscription budgétaire telle que nous pourrons l'établir définitivement à partir du 28 mars, se feront de manière beaucoup plus détaillée. Bien, écoutez, je vous remercie de ces échanges.